Bonjour, John. Allô? Félicitations. Merci beaucoup. Peux-tu juste me dire, ça va être quoi l'ajout dans tes tâches? J'imagine que tu vas être encore là, le spécialiste du plafond salarial et tout. Qu'est-ce qui s'ajoute? Qu'est-ce qui s'ajoute? Ouais. Je ne sais pas si grand-chose va changer, honnêtement. On n'a pas vraiment parlé de tout ça, mais le groupe n'est pas complet, alors on va voir, mais la majorité de mes responsabilités vont rester à peu près les mêmes. Ouais. Un changement de nom pour le titre, dans le fond. Et, oui, sur mes business cards aussi. Et le chèque de paye. On va voir. Félicitations, Merci, John. Martin. Est-ce qu'il y aura aussi, selon toi, un changement de philosophie? Est-ce que tu vois déjà que les choses vont être différentes? Et pour toi, de continuer avec une totale haute direction, qu'est-ce que c'est comme défi? Comme défi, je pense que c'est toujours un défi de travailler avec des nouvelles personnes, mais et oui, je pense que la direction va changer. Mais moi, j'aime le défi. J'ai appris beaucoup de Mark et Scott et Trevor et Rick Dudley, Larry Carrière, mais je pense que je vais apprendre beaucoup de Kent et Jeff aussi, et Vincent et tout le monde qui vont peut-être venir après ça. Quelles ont été vos premières discussions avec Jeff et Kent, John, ensemble? Bon, on parle tout le temps, alors. Il y a eu le temps de toi, de ton avenir avec l'organisation? Oh, je pense que même avant que Kent est venu, ils m'ont dit que j'étais correct. Alors, avec l'arrivée de Kent, rien n'a changé. Alors, c'était toujours vraiment positif. Alors, j'avais 2 ans qui restent sur mon contrat. Alors, c'était comme... Pour moi, c'était moins d'inquiétude que peut-être pour une autre personne dans ma position, mais c'était honnêtement vraiment positif du début d'arrivée de Jeff. Congrats, Sean. Thank you. What does this mean to you? What does this mean to me? It means a lot. I've always cherished the opportunity to work here. I mean, I recognize, as you know, I grew up in Toronto cheering for another team, but what a lot of people don't know is that my father was from Kingston, my late father, and he was a massive Habs fan. So I was raised with an appreciation of the Montreal Canadiens. And yeah, I mean, to be the assistant general manager it's an honor. It's a privilege. I mean, I've loved every day here, and this is just more progress along that line. The other thing I wanted to ask you is, there's been a lot of change. Obviously, you're part of that change now in this new role. There's going to be a lot more change. What have you observed so far in terms of the plan that's being put in place, and what gets you excited moving forward? I tried to say in French. I'm someone with a growth mindset. I really like to learn, and I think, I found working with Ken so far has been very interesting, for example, just because he comes at it from a very different perspective. We've done some contracts together in the past, but I think I can learn a lot from Kent, and Jeff, same. I mean, he brings a wealth of years from 2 different organizations and how they did things, and so I think for me, I just think it's a great opportunity to keep growing as a hockey executive, keep learning, keep finding better ways to do things. And I think that my initial impressions of both are that they have a similar mindset. So that's comforting. Arvin? Hey, John. Congratulations. Thank you. We know that you interviewed for the GM job here. This is obviously another step in your career, getting a new title, if it's not a new paycheck. But to what extent is being a GM an end game for you? Honestly, Arpin, I've never been too fixated on an end game. I used to work with a gentleman named Jim Gregory, and he always said the day he started working in hockey was the last day he ever worked in his life. And
kind of feel the same. I really, my end game, I think, is to have a long and successful career in hockey. Whether I ever have the title of GM or not, obviously I wouldn't turn it down, but it's not. I don't think it'll define me. I'll put it that way. And I think a big part of it too is, again, with the growth mindset. You just want, when you're in my shoes, you just want to be in a position where your opinion matters and is heard. And I've always felt like that since the minute I arrived here, with Mark, with everyone I've worked with here. So that's just continuing. I can just ask a technical question on sort of your specialty in the front office. Okay. Shea Weber's situation being what it is, the team will operate in LTIR seemingly for the foreseeable future. To what extent could you describe what are the disadvantages of that? Are there any advantages to it? Does it make your job more complicated? Like, what are the implications of that? If you could. Do you have all night, or? I would say that LTI is not optimal. It does tie your hands in a number of different ways. I mean, some of it has to do with potential for bonus overages, or it's not as flexible as having the actual cap space. So in an ideal world, you'd rather have the actual cap space than be an LTI. And I'd rather have Shea Weber in an even more ideal world, but Salut John. Quand tu es arrivé avec les Canadiens, tu étais un spécialiste, un avocat. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, tu as vu beaucoup de matchs de hockey, tu as été au Rocket longtemps aussi. Est-ce que tu as senti aussi une évolution dans ton rôle d'avocat pour les Canadiens à aujourd'hui, assistant directeur général, où ton hockey knowledge est aussi important là, maintenant, là, par rapport peut-être à quand tu es arrivé? Est-ce que tu as senti une évolution dans tout ça? Ah oui, absolument une évolution. Bon, moi, j'ai travaillé à la Ligue nationale pendant 7 ans avant d'arriver ici. Et avec la Ligue, on regardait les matchs chaque soir, comme 2-3 matchs des fois. Alors, pour moi, c'était comme hockey bootcamp. Moi, j'étais un avocat, mais ça fait longtemps que j'ai pratiqué comme avocat. Je ne suis pas même avocat au Québec parce que je ne suis pas un membre du barreau. J'ai pas une éducation dans le code civil. Alors, pour moi, c'est presque 16 ans dans le sport. Alors, je pense que je suis plus que juste un avocat du hockey. Je suis un hockey guy. Alors oui, mais ça change tout le temps, oui. Oui. Est-ce que qui t'a aidé beaucoup peut-être dans ton... Parce que tu as quand même eu beaucoup de gens autour de toi qui étaient d'excellentes personnes de hockey. Qui t'a aidé à comprendre un peu plus la game? Oh, honnêtement, c'est une grande liste, mais ça a commencé avec M. Gregory aux ligues, Mike Murphy, Colin Campbell, Rick Dudley était très important pour moi ici, Larry Carrière, absolument Marc Bergevin, Marty Lapointe, Trevor, oui. Mais on parle tout le temps des joueurs, du sport. Alors, il y a beaucoup de monde. Oui, Chris King. Oui. Je ne vais pas mentionner tout le monde, mais... John, félicitations pour le poste. Merci. Tu as dit plus d'une fois que l'équipe de gestionnaires n'est pas complète. Oui, il va y avoir Vincent Lecavalier dans un rôle de conseiller, mais est-ce qu'on peut s'attendre à voir un autre DG adjoint qui va peut-être avoir plus le profil d'un ancien hockeyeur? Je pense pas que ça c'est pour moi à répondre, mais honnêtement, je sais pas. Les discussions continuent. Hein. Marc-Antoine et Jonathan. Félicitations, John. On dirait que tout le premier passage, toute la première portion de ton passage avec le Canadien, c'est avec un état-major qui était très axé sur les anciens joueurs. Maintenant, avec Jeff et Kent, c'est vraiment une autre approche. Est-ce que tu sens que tes compétences, ta façon de voir le hockey va être
va être utilisé différemment avec des hommes de hockey comme Jeff Gorton et Kent Hughes par rapport à ce que c'était avec Mark Scott, etc.? Certainement, ça va être différent, mais encore, Marc m'a toujours écouté, respecté mon opinion. J'ai toujours été libre de parler des joueurs, de qu'est-ce que je pensais des joueurs. C'était pas, je n'étais jamais dans un rôle où ça c'était pas, c'est pas le mot, available pour moi de discuter. Mais certainement, comme Kent est aussi avocat, alors on parle un peu la même langue, un peu plus peut-être. Mais alors oui, ça change, mais je pense pas que ça va nécessairement être beaucoup plus grand avec c'est juste différent. Peut-être que, écoute, tu vas être plus à l'aise de répondre à cette question-là en anglais parce que ma question est complexe. Okay. Récemment, Jeff Gorton a parlé de sa volonté de moderniser l'équipe. Oui. Pour toi, qu'est-ce que c'est moderniser le Canadien de Montréal dans la situation où vous êtes? OK, je vais répondre en anglais. Yeah, I think there's a lot of elements to that. I mean, they've both spoken at length about development, about analytics. I think there's a lot of other elements. So I guess I'm not sure I'm getting the point of your question, but how do you see modernizing a hockey team more than what Jeff wants? But how do you see? Well, I mean, I think it's important that we invest more in analytics for sure, objective ways of measuring talent and developing players, and I think coaching. The usage for. Well, I'm someone who doesn't like the term analytics very much. I think if you replaced it with information, you would find very few people would object with analytics. I mean, I'm a believer in information. I'm a believer in processes. I think it's not to say that we had bad processes, but I think it's always something you should be trying to improve. And I think that's modern thinking, I guess, how I would answer that question. En glisser une dernière, je sais que tu étais censé être impliqué justement dans la question indirectement ou directement dans l'embauche de la mise sur pied d'un département d'analytique. Où est-ce que ça en est, ça? It's in process. I think we're all very involved in it, the three of us. It's not just me. And I think Ken, I mean, I've listened to all of Ken's press conferences, but he's also spoken at length about wanting an organization where everyone's communicating, and I think this is an example of that. It won't just be me selecting a candidate or Kent selecting a candidate. I think the larger group will be involved, including coaches, and in those discussions. But yeah, there's nothing to report on that today. So we'll take two more. Julian and Stefan. Hi, John. Congratulations. Thank you. On the topic of analytics, I'm just curious, in your eyes, what does an analytics team for the Montreal Canadiens look like in your eyes? You said this team needs to get better at that. What does it look like in your vision or scope? Well, I think it's, I'm not a data scientist. I'm a believer in information, but I think you need data engineer. Data scientist. Likely a director of analytics. I mean, I think it's a big job, quite frankly. There's a lot of data available. There's a lot of different ways that they can improve your processes. It's not just evaluating players. It's it could be drafting. It could be helping develop players. Again, it's not just analytics either. It's video. I just think it's just information. I think that's what I think we need. You need more of a centralized hub for information in a modern sports organization. In terms of a number for that team, are you thinking of getting as many people as you can? Is there a small number you want? And also, it's not my money, Julian, but where should these voices come from? These voices? Yeah, like the people part of the team. Like, where would you look ideally to fill in those positions? Sorry. I mean, we look at all qualified candidates. I mean,
Montreal's actually pretty well situated as a hub for AI, and I don't think that's going to be an issue finding qualified candidates that want to come work for the Montreal Canadiens. So I guess we're looking everywhere. Would be the answer. Stéphane? Félicitations, John. Dans la Ligue nationale de 2022, c'est quoi un organigramme parfait pour un club de la Ligue nationale? Parfait. Un DG, combien de DG adjoints, combien de conseillers, combien? On a-tu un pattern ou si on y va organisation par organisation selon le marché dans lequel on évolue? Je pense que ça dépend. Honnêtement, c'est comme je pense que c'est important d'avoir des personnes qui complémentent vos strengths et aussi qui comme qui adressent vos faiblesses, weaknesses. Alors, honnêtement, ça dépend. Pour nous, on va voir. Jeff a mentionné qu'il veut moderniser le. Est-ce que toi, quand tu es revenu chez vous ce soir et travaillais dans l'ancienne organisation, tu disais c'est vrai, on n'était pas moderne à ce point-là? Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qu'on faisait très bien, mais je pense qu'il y a beaucoup qu'on peut faire mieux. Alors oui, to a certain extent, oui. Encore, Jeff vient d'une autre organisation, alors il a des idées différentes et je suis d'accord avec ses idées. We'll squeeze the last question from Eric Engels. Follow up. You're laughing a lot, but your French is pretty good. I'm just wondering where you picked it up and how much you've worked on it recently. I grew up in Toronto, but I started school in French immersion. About grade 7, I switched into English school, but my parents were both Anglophones. We spoke English at home, but they were very much. It was very important to them that they were very involved in politics. It was very important to them that we all spoke French. Obviously, when you live in Toronto, and I lived in the Maritimes for almost 10 years, it fades. Since I've come back here, I've had fairly regular sessions with a French tutor because it's important to me to try and to get it up to and continue. I've obviously got a lot of work to do to get it back. The other thing I would like, my father was a judge, and he became a judge in his 60s, and he didn't really speak any French. By the end of his time on the bench at 75, he was hearing cases in French, and it's just something. It was important to my family, even though we didn't live here. And oddly, my wife is sort of on the same level. We did the same. We have almost the same background that way, and so yeah, that's where it comes from. I do have a base in it from childhood. Merci, John. All right. Merci, John. Merci tout le monde.